à Madame Jacqueline Catagne, membre de la Fédération depuis de nombreuses années, mémoire de cet établissement, puisqu'elle était présente lors de la construction en 2001. Chers amis du Mas Saint-Vincent, il paraît, comme on vient de vous le dire, que je suis la mémoire. Je suis, c'est vrai, un peu une survivante. Et c'est la raison pour laquelle Mia et Daniel m'ont demandé de vous en conter un peu l'histoire. Il y a maintenant déjà 24 ans, en 1993, la présidente de l'époque, Paul Pénide, qui était aussi la fondatrice de l'équipe, a appris que M. Amouretou, qui était le propriétaire de ces lieux, se préoccupait de l'avenir de sa propriété. Il était sans descendance, son unique frère était mort lui aussi sans descendance, donc il avait un petit peu le besoin de savoir ce que deviendrait cette propriété. Il était surtout très attaché à la sauvegarde de la chapelle qu'il avait fait construire et qu'il considérait un peu comme le mémorial de sa famille, parce qu'il était, lui, le dernier représentant de sa lignée. Alors il avait résolu de faire un legs. Il s'est d'abord adressé au diocèse, mais l'évêque d'alors, Monseigneur Saint-Macary, avait refusé, parce qu'il trouvait la chapelle trop petite pour être desservie, régulièrement en tout cas. Alors, il a pris contact avec une de ses amies, Paul Pénide. Charles Amouretou était un homme, un chrétien très fervent, et qui voulait donner à son legs une vocation charitable. Donc, ils se sont rencontrés, ils ont réfléchi ensemble, et finalement, il a décidé de faire donation de la propriété à la fédération, à l'équipe Saint-Vincent, en tout cas, il pensait surtout à l'équipe, à la charge pour elle de construire une structure qui est une vocation caritative. J'ai été avisée du projet en tant que responsable de la région. J'en ai informé la présidente d'alors, Chantal Crépet. Elle a été très intéressée, comme moi d'ailleurs, par le projet, mais elle restait prudente, et c'était aussi mon cas. Après mûre réflexion sur le plan national, au niveau national, parce que seule la fédération, étant reconnue d'utilité publique, est habilitée à recevoir des dons et des legs, donc après mûre réflexion, la donation a été acceptée en 1995 et l'acte a été signé à ce moment-là. Alors, c'est vrai, nous étions donataires, la fédération était donataire, mais l'équipe était chargée de la mise en œuvre du projet, appuyée sur la région, bien entendu. Et c'est là que les difficultés commencèrent, car nous n'avions ni argent, ni compétences. C'est un peu fou. La première démarche que nous avons faite auprès de la direction départementale de l'équipement, la DDE, nous avons été accueillis avec étonnement et scepticisme, pour ne pas dire ironie. Nous en sommes sortis un peu déconfites, mais nous nous sommes accrochés. Nous avons consulté les services sociaux de la ville, la mairie, qui nous ont soutenus parce qu'ils pensaient que notre projet répondait à un besoin, en fait. Voilà. Peu à peu, nous avons trouvé de l'argent parce que le projet intéressait nos interlocuteurs. Nous avons frappé à la porte des collectivités territoriales, municipalités, conseil général, conseil régional, qui nous ont toutes aidés. Et la municipalité a toujours répondu présent à toutes nos demandes.
Nous avons aussi fait appel à des organismes privés, des associations, au premier rang desquels la Fondation Niarchos, que nous ne remercierons jamais assez parce que c'est grâce à elle que nous avons pu boucler le financement. Tout cela a pris du temps. Paul est arrivé à la fin de son mandat et a été remplacé par Marie-Louise Bonjour, qui a été élue, je ne sais plus si c'est en 1996 ou 1997. Elle a pris le projet à bras-le-corps, avec courage, avec enthousiasme, avec ténacité et obstination, car il en fallait. C'était pas facile. J'ai beaucoup travaillé avec elle et j'ai pu apprécier ses qualités. Elle n'était rebutée par aucun obstacle, ni les tracasseries administratives qui furent nombreuses, vous y pensez bien, ni l'indigence chronique de nos finances. Et je me rappelle qu'elle s'était donnée corps et âme, et à son éloge funèbre, j'ai dit que, parce qu'elle n'est plus de ce monde, à son éloge funèbre, j'ai dit que ce mât Saint-Vincent était devenu un peu son enfant. Bien, revenons à la construction. Le financement étant non pas assuré, mais espéré, d'ailleurs ça s'est révélé véritable, véridique. Les plans ayant été préparés par M. Hague, architecte ami de M. Amoretou, il fallait en venir à la réalisation concrète, il fallait construire. Et là, nous avons eu l'aide technique et efficace du lycée du génie civil d'Antibes, grâce à différentes interventions. Et pendant plusieurs mois, notre construction, la construction de cette maison, a servi de travaux pratiques aux élèves de la section maçonnerie. Je le sais parce qu'ils me l'ont dit, ils ont été heureux et fiers de construire une vraie maison qui serait habitée. Et surtout, pour coordonner tout cela et suppléer à notre incompétence, j'ai demandé et obtenu l'aide, je dirais professionnelle, d'un ami, M. Rodier, qui est ici présent. Il a mis généreusement son expertise à notre disposition. Et il a suivi le chantier avec une régularité sans faille. Et puis une autorité qui nous aurait manqué, étant donné que nous n'avions aucune connaissance technique. Je veux lui dire ici notre gratitude. Sans lui, je ne sais pas ce que nous aurions fait. La pose de la première pierre a eu lieu le 12 juin 1997. Et peu à peu, notre projet a pris forme. Le chemin était long, parsemé de déconvenues, de complications. Mais ça s'est fait. Et comme vous le savez, le mât Saint-Vincent a ouvert ses portes en octobre 2001. Il a été agrandi après la réalisation du legs que M. Amoretou avait fait de sa maison. Et c'est pour cela que nous sommes réunis. Mais ça, c'est présent, donc ça ne me concerne plus.